Europe et Confrontation Europe, puisque nous avons décidé de co-organiser cette soirée. Et comme vous le savez, moi je préside ASCPE, ça ne se décline pas, mais ça veut dire quand même acteur de la société civile pour la participation en Europe, mais surtout les entretiens européens, qui travaillent beaucoup sur les entretiens, sur l'énergie du développement durable, entendez nucléaire, derrière, et puis sur les relations entre l'Europe et l'Afrique, et parallèlement avec un festival de cinéma eurafricain. Et puis j'accompagne Philippe dans son séminaire Europe 21 maintenant, et cette soirée s'inscrit dans ce séminaire Europe 21, puisque depuis plusieurs années maintenant, monsieur l'économiste politique fait de la philosophie politique. Et ça lui va très très bien. Et quand on articule les deux, vous allez voir, c'est encore mieux. Donc on est très content de cette soirée. On a fait une conférence il n'y a pas longtemps avec lui d'ailleurs et Alain Lamassoure, pour ceux et celles qui l'avaient écouté. C'était pas tout à fait ce titre-là, mais c'était un peu les religions dans l'histoire de notre Europe et les enjeux de l'éducation à notre histoire religieuse et culturelle, puisque comme chacun sait, les religions sont le soubassement de notre culture. Donc, et nous avons eu, pareil, un gros succès. Et Philippe, qui a écrit un petit livre, dans certains longs trajectoires des religions dans notre Europe, mais ne vous en faites pas, on le vend. Et quand on l'achète, on a droit à l'autre, les 3 luttes de l'homme européen. Oui, et la revue de confrontation en plus. Et la revue de confrontation en plus, alors vous imaginez. Eh bien, il a maintenant, et il est en train d'écrire un nouveau texte, Descartes-nous. Et donc, ça va faire tout ça, un trio de textes qui vont faire un autre livre. Un ensemble, voilà. Donc, et à la dernière conférence, pour ceux qui étaient là, qui avaient déjà lu le livre, vous avez pu entendre que déjà c'était un prolongement. Et ce soir, c'est un nouveau prolongement. Donc, vraiment, on est content. Et vous allez, je ne vais pas vous dire de l'applaudir avant, hein, mais enfin, c'est peut-être plus sûr, on ne sait pas. Voilà. Cette conférence pendant 1h30. Après, on vous offrira à boire, bissap, gingembre, galette de riz, salé, sucré, beignet, salé, sucré. Et puis, oui, pour que vous n'alliez pas manger sur les restaurants des Champs-Élysées, mais vous restiez avec nous pour le cinéma. Hein. Il y avait un intérêt derrière. Et après, nous projetterons un film. La dernière fois, c'était Blaise Pascal. Ce soir, ce sera Saint-Augustin. Saint-Augustin qui a été, bien sûr, vu en Italie, mais pas autant que Blaise Pascal, puisque j'aime rappeler que Blaise Pascal, 16 millions de téléspectateurs à sa sortie, vous imaginez. C'était une autre époque, une autre période, un autre peuple, c'était les Italiens. Hein, et il a fait après, non seulement Saint-Augustin, mais il a fait Descartes aussi, et puis le début du capitalisme. Ça, ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Michel, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Claude, pour ces mots introductifs. D'abord, pour vous appliquer à tous que nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. C'est une conférence un peu inédite dans le cadre de travaux récents de confrontation. On a beaucoup travaillé sur les sujets économiques, sur les sujets politiques. Sujets religieux, c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent un peu un angle mort du débat européen. Pourtant, tout comme moi, vous avez vécu les années 2002-2003, quand on débattait du projet de constitution. Quand le pape Jean-Paul II reçoit le président Giscard d'Estaing, quand il exprime, Giscard d'Estaing qui présidait la Convention, sa volonté, son souhait qu'il soit fait référence à Dieu et à la foi chrétienne. Ça n'a pas été le cas de la Constitution européenne, et on est resté sur, d'ailleurs, le président Sampaio, le président portugais d'époque, a prôné une séparation claire entre le religieux et le politique. Et donc, on a été, depuis, dans une version, un discours pour Thanksgiving Day, le président Lincoln fait référence à Dieu et place les États-Unis d'Amérique sous la protection de Dieu, en même temps que les États-Unis développaient une vision de la laïcité. Donc, ça veut dire que c'est l'exemple, peut-être que ce que Philippe va développer tout à l'heure, mais en tout cas, le fait qu'on ne peut pas, quelles que soient les convictions qu'on a, mettre le religieux de côté en disant, on veut dire ces quelques petits mots, et en tout cas notre fierté à toutes et à tous, l'équipe de confrontation d'aujourd'hui, de pouvoir t'avoir parmi nous et de pouvoir bénéficier de cette réflexion philosophique de haut niveau. À toi, cher Philippe. Merci Michel, bonjour à tous. J'ai le plaisir de retrouver beaucoup de visages féminins dans la salle. Et les autres sont les bienvenus, tout simplement. Voilà. Oui, c'est un propos d'ordre philosophique.
et historique. Vous vous en rendrez compte très vite. J'ai voulu tenir mon temps, sinon c'est explosif. Ça fait des mois et des mois que je travaille là-dessus. J'ai fait X versions, et vraiment, si je ne me tiens pas à mon texte et que j'argumente, alors du coup, on sort de l'épure. Donc, je vais suivre mon texte. Je suis désolé, vous me le pardonnerez. Alors, peut-on encore croire en l'Europe et la faire rentrer dans l'histoire? Il ne faut pas tout que je fasse de commentaires, je commente. Nous avons beaucoup de raisons d'en douter. Les demandes de protection sont massives contre un monde extérieur qui est jugé dangereux et menaçant. Nous faisons preuve de défaillance de solidarité dans la plupart des domaines de biens publics. Une indifférence gagne à l'égard de l'idée même d'union politique. Nous est si cher, je pense, dans cette salle. Mais le désir de pouvoir nous réunir en donnant sens à notre collectivité reste bien présent, et donc rien n'est joué. La douleur, le sacrifice, et ils ont dû réinventer leur conception de l'humanité et leur chemin de liberté, rien que ça. Ce ne fut possible qu'au prix de grandes créations et même révolutions culturelles. Je sais que le mot de révolution n'a pas une bonne cote, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Ils ont cru au ciel, ils ont cru en l'État, mais le manque de sens et les dilemmes entre le désir et la volonté sont toujours en nous-mêmes dans nos représentations intimes. Aujourd'hui, donc, les enjeux d'introspection, d'éducation et de dialogue sont plus que jamais essentiels, et il va falloir que les sociétés civiles européennes entreprennent de restaurer l'espace public. Une conscience politique ne va pas, en particulier, sans l'acquisition d'une nouvelle culture de l'espace et du temps. La notion de fin d'histoire a été lancée dans les années 1990, relancée, car elle ne signifiait pas le triomphe de l'Occident. En fait, il s'agit de la fin d'une histoire conçue comme une marche vers le progrès, que l'Europe et l'Occident, plus généralement, ont voulu croire universelle. Or, nous scrutons encore le présent et l'avenir avec une culture du passé, pleine de préjugés, d'oubli, voire d'aveuglement et de déni. Marc Ferraud et d'autres l'ont dit, Tony Jude, etc. C'est ça la réalité. Et notre façon de scruter l'avenir est largement marquée par l'anticipation de catastrophes ou encore par la passivité de l'imaginaire politique. Il faut donc nous réinterroger sur les fondements culturels de notre civilisation, qu'ont été la foi et la raison, non pour revenir en arrière, mais pour mieux les comprendre et les dépasser, puisque nous sommes aujourd'hui à l'échelle du besoin d'une nouvelle vision de l'humanité. Je ne traiterai pas ici néanmoins des rapports de l'Europe avec le monde extérieur, et je me concentrerai sur le corps intérieur de mon sujet. Je rappelle que la civilisation européenne est fille de Rome et du christianisme. Il faut lire et relire René Prague. Je n'ignore pas non plus, qu'il a bien expliqué, qu'elle est construite aussi dans des fractures constitutives avec le monde extérieur, et en particulier entre Europe et Orient. Mais mon exposé est déjà trop dense aujourd'hui pour bien intégrer cette complexité supplémentaire que j'ai abordée néanmoins dans le petit essai que vous avez là. L'exposé est divisé en deux parties. D'abord, l'exploration des ressorts du couple foi et raison. Ensuite, et en lien avec ça, l'interrogation sur les fondements d'une communauté politique, toujours à bâtir. La richesse et les conflits historiques du couple foi et raison sont impressionnants, mais il semble bien que nous vivions leurs limites et même leur épuisement. À l'occasion de ces 100 ans, Edgar Morin déplore, et je le cite, « On ne nous enseigne même pas ce qu'est notre identité humaine. » Il tape dans le mille. La science, tout le monde en parle, mais à l'école, l'appétence est réduite, pour le moins qu'on puisse dire. Quant à la en Europe en tout cas. Quant à la métaphysique, c'est-à-dire le travail de l'être en tant qu'être, excusez-moi, je développerai après, on a voulu s'en débarrasser. Et la tendance actuelle est à réduire l'être humain à l'existence, au social, à soi-même, c'est patent. Mais cela rompt avec la trajectoire de l'humanisme européen.
Et dans un de ces scénarios, la revue Futurible elle-même, raisonnable s'il en est, envisage une mort culturelle. La foi, c'est tout simplement la confiance en soi-même et dans la vie. Les Européens l'ont trouvé d'abord dans leur religion, mais aussi bientôt dans l'art, la philosophie. Ils se sont détournés ensuite de la religion, mais cette source n'est pas éteinte. Les concepts de personne, de bien commun, d'utilité de l'homme et du cosmos perdurent, mais ils sont affaiblis. Et si en France et en Europe le christianisme fait retrait, ailleurs dans le monde les religions sont bien présentes. Malheureusement, la résurgence des radicalités terroristes est un cancer. Les religions ont été œuvres de liberté quand, avec les monothéismes, Dieu a donné confiance à la vie des humains en établissant un rapport direct entre eux, entre chacun de nous et lui. Mais elles ont été tout autant œuvres de soumission quand les mêmes églises ont assis leur puissance sur la culpabilisation et en ont abusé. Contre les préjugés, il faut néanmoins relire Karl Marx, comme tu m'y invites, Michel, loin de parler de la religion simplement comme un opium du peuple. Alors voilà typiquement de l'oubli et du dénigrement et de l'incompréhension. Il y a vu, je cite, son point d'honneur spiritualiste, il s'agit de la religion, sa théorie générale du monde, son enthousiasme et sa santé morale. Si bien sûr, pour lui, ça représentait des illusions, ça véhiculait des illusions. Mais exiger du peuple qu'il y renonce, disait-il, c'est ne pas comprendre que le peuple ne peut pas faire face à des situations extrêmes sans se doter d'espoir, au pluriel, qui ne vont pas sans illusion, au pluriel. En matière de représentation du temps, le premier apport fondamental est celui de Saint-Augustin. Vous ne trouverez pas un philosophe de l'histoire qui ne reconnaisse la primauté historique à Saint-Augustin à propos de la notion de temps. Alors, Augustin, africain, romain et chrétien, biculturel, a eu en fait deux vies. D'abord et plus de 30 ans comme philosophe et professeur de rhétorique à Milan. La rhétorique, c'était très vaste. Hein. Ensuite, seulement comme évêque. Quand on parle du temps, observait-il, c'est évident, c'est une notion d'évidence. Mais quand on y réfléchit, c'est une notion d'une extrême complexité. Et voilà l'essentiel, tout est présent dans la conscience de l'homme. Le passé est présent dans sa mémoire, et c'est comme ça qu'il vit le passé. Le futur dans son imaginaire, c'est comme ça qu'il essaie de se tourner vers les prochains jours. Le temps ne nous est donc pas extérieur, il est subjectif, selon la représentation qu'on s'en fait individuellement et collectivement. Je sors de mon texte parce que c'est trop beau. Vous lisez José Luis Borges. Le temps est un tigre qui me dévore, mais je suis ce tigre. Il est cultivé, le Borges, mais bon. Donc voilà la grande découverte. Proche des manichéens, le jeune Augustin s'en est détaché ensuite et il les a combattus. C'est très important, ce n'est pas simplement une hérésie. En effet, les manichéens concevaient le mal comme un combat entre les anges et les démons. Ils privaient ainsi l'homme de sa faculté de s'élever par lui-même. Écrivant ses confessions dans un effort d'introspection qui n'avait pas de précédent dans l'écrit, avant de devenir évêque, justement, Augustin comprend que le bien et le mal sont intérieurs à chaque individu et que c'est à chacun de vouloir et pouvoir diriger sa volonté vers le bien. Pour cela, et en son temps, cela nécessite une confiance dans la vie et des facultés qu'il a voulu qu'on acquiert avec l'appui d'une Église elle-même en construction. Il faut imaginer la portée d'un tel message dans le contexte où l'Empire romain commençait à se décomposer. Il faut toujours mettre les choses dans son contexte. Où le sentiment de fin du monde et le désarroi extrême étaient ravageurs. Et son appel à distinguer deux cités, celle de Dieu et celle des hommes, fut salutaire. Les empires passent, disait-il, mais les hommes demeurent. Et pour survivre et s'élever, et c'est bien sûr ça, c'est un peu vieux pour nous, mais quand même, il a besoin de l'appui de Dieu, d'un Dieu et d'une Église bienveillante. Toute la culture du Moyen-Âge a reposé sur ce credo. Cela étant, je n'ignore pas la face sombre d'Augustin, j'y reviendrai plus tard, d'ailleurs pas dans ce texte, mais le concept de péché originel dont l'Église a ensuite abusé. Au tournant du premier millénaire, de gros efforts se sont développés, magnifiques, pour conjuguer la foi et la raison. Raison, cette notion qu'on peut définir, là c'est le Robert pratiquement,
comme la faculté qui permet aux humains de penser et d'agir conformément à des principes. C'est important. Bon, à l'époque, on découvrait la richesse de la philosophie et de la science chez les Grecs, et cette conjugaison de foi et raison s'est imposée. À cet égard, l'œuvre de Thomas d'Aquin est exemplaire. Progressivement, les Européens ont ainsi gagné en conscience, en ouverture d'esprit. Les renaissances ont germé, se sont répandues l'une l'autre, dans un contexte de grande rupture et de grande mutation. Mais il y a eu fécondation mutuelle, découverte du nouveau monde, réforme et rupture de l'unité du christianisme, décomposition de ce qui restait de l'Empire, formation des États, grande découverte scientifique. Tout ça explose, en particulier au XVIe siècle, sinon le siècle charnière. Tout cela a engendré de grandes innovations en matière de pensée et d'action. Mais en même temps, les conflits entre foi et raison ont été exacerbés. C'est une affaire de guerre de souveraineté, symbolique et politique. Les guerres de religion n'étaient pas dissociables de guerres de pouvoir politique entre princes et féodalité, qui se sont armés de doctrines catholiques et réformées, et ils les ont radicalement opposées. Alors que certains, et de grands penseurs, ont voulu prévenir cela, et marier protestants et catholiques. Mon ami et philosophe François Vézin, avec qui j'ai de correspondance régulière, m'a écrit pour me dire que le mot humaniste est apparu à cette période. Les humanistes étaient ceux qui étudiaient les textes classiques et nouveaux et les imprimaient avec une joie de connaissance encyclopédique déjà, et avant Diderot et autres. Et pour certains, avec un esprit de liberté, de tolérance et d'utopie du bien-être particulièrement développé. Les figures d'Erasme et de Rabelais sont emblématiques du moment. On n'enseigne pas à l'école. Rabelais est le plus grand esprit de l'humanité moderne, disait Balzac. Mais Descartes surgit au XVIIe siècle. Il tourne, j'ai beaucoup à dire sur Rabelais, mais je zappe. Hein. Descartes surgit un siècle après quand même. Tourne la page et ouvre une nouvelle ère qui va privilégier essentiellement la raison dite des Lumières. Il n'évacue pas la métaphysique, et il est encore très chrétien, il faut le souligner. Qui m'a donné la faculté de penser, s'interroge-t-il, sinon Dieu? Néanmoins, pour lui, il cherche, si l'âme est un nom de Dieu, il en cherche la location physique auprès du cerveau. De même se demandait-il, qui peut penser et incarner l'infini sinon Dieu? Mais par ailleurs, il considérait que les mythes et les rites étaient sans intérêt. Grossière erreur. Mais aussi, son sujet, c'était, et j'y viens, quand il publie en 1641 son discours de la méthode aux Pays-Bas, le sous-titre est clair. Pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Il précise que cette méthode ne vaut pas pour la formation morale et là-dessus, il s'en remet à l'Église. Comme l'a fait observer Heidegger, pour Descartes, il ne s'agissait pas d'une vérité banale au sens d'aujourd'hui, mais d'une vérité certaine. C'est ça la nouveauté, qui ne peut être acquise qu'après de longues recherches qui commencent par le doute et qui impliquent l'examen de multiples expériences déjà connues et des options possibles. Par contre, Spinoza est cartésien, il vient tout juste après, mais il est plus radical que son maître. Pour lui, la foi n'est que servitude et ce qui est contraire à la raison doit être rejeté. C'est très moderne, postmoderne. Croyez librement ce que vous voulez, disait Spinoza, mais quand il s'agit d'agir dans l'espace public, c'est l'État qui garantit la liberté. Pas faux après les guerres de religion. Mais il revient à Pascal, lui-même grand mathématicien et physicien, de contredire la raison calculante de Descartes, fondée sur des principes mathématiques, en faisant valoir que le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Archi connu, très profond, mais moins connu, et pour moi c'est le meilleur critique de la méthode de Descartes, fut sans doute l'Italien Giambattista Vico, qui rédige Sciences nouvelles en 1725. Il attaque de front, tout en tirant un chapeau à Descartes, la notion « je pense donc je suis » comme une conception du moi qu'il faut contredire parce qu'elle ignore tout le problème du rapport de l'individu à son milieu. C'est la société qui informe et forme chacun.
avec des représentations culturelles historiques qui lui sont propres. C'est pour ça qu'il ne faut pas rejeter les rites et les mythes et tout ça. C'est la société qui forme le jeu. Jeu est un autre, dira plus tard Rimbaud, et beaucoup d'entre nous savent maintenant que le jeu est un nous. Quittant progressivement la métaphysique, la modernité a bientôt enfanté le temps des révolutions politiques. Et là, on tombe un peu dans les turpitudes de l'état de raison. L'état de raison va primer sur l'individu, et sous son égide, la société est appelée à faire l'histoire elle-même. Ce concept d'histoire surgit donc, et vous avez parlé de l'humanisme tout à l'heure, non, le concept d'histoire surgit au XXe siècle avec Hegel, pour qui sa finalité est précisément l'État. Pour leur part, et à mon avis de façon plus féconde, positive en tout cas, les Saint-Simoniens ont offert une conception d'histoire fondée sur une sorte de religion des sciences. En même temps, ils voulaient réécrire l'Évangile, ils savaient sa portée, et qui sera axée sur le développement de la société industrielle. Mais moins d'un siècle plus tard, c'est pas long, c'est la faillite. Quand Dieu est mort, et là aussi tu m'invites à en parler, Michel, quand Dieu est mort, la volonté de puissance est devenue valeur suprême. C'est un formidable diagnostic de Nietzsche, tout en étant contre le cléricalisme à fond. Il comprend bien que le nihilisme s'installe alors, c'est une notion qui date du milieu du 19e, en Russie et chez Nietzsche. Le nihilisme s'est installé en forme de rejet de la métaphysique. Impérialisme, colonialisme, totalitarisme, tout ça au pluriel, ont engendré une crise de civilisation où toutes les certitudes de l'Occident se sont effondrées. Revenant sur la nature même de notre modernité, Roberto Calasso, grand érudit, éditeur italien, je vais citer plusieurs Italiens, qui était invité, qui vient de mourir, invité par l'association René Girard en 2014, a présenté une conférence très stimulante. J'étais présent avec 400 personnes dans la grande salle du Centre Pompidou. Voici son résumé. La société sécularisée devenue dominante aujourd'hui s'attache à étudier des centaines de sociétés du passé, qu'il s'agisse de tribus ou d'empires, qui se sont décrits dans leur relation à quelque chose d'invisible et d'inconnu, parfois habités par des dieux, et incluant ce qu'on nomme aujourd'hui la nature. Il n'y avait pas la coupure de l'homme et de la nature. Au contraire, la société sécularisée se définit et fonctionne uniquement par rapport à elle-même, se juge autosuffisante et seule productrice de sens. Et son diagnostic, c'est que ces sociétés modernes, au lieu de grandiosement s'élever au-dessus de ce qu'il y avait avant, est pour lui marquée par la superstition. Une superstition moderne, je dirais. Il souligne en tout cas que l'imagination s'est amputée, que la société, il se demande si la société croit à autre chose qu'à elle-même, et chaque individu à lui-même. Les croyances sont atomisées, et chaque individu fait de la sienne une forme d'autodéfense. C'est ce que je veux ajouter, une forme d'autodéfense. Georges Bernanos a écrit dans les années 1950 « Jamais les hommes ne se sont sentis plus abandonnés ». Nous sommes tous donc dans la descendance de Descartes, dans des sociétés où l'on ne cesse de se parer de la raison et de se recommander de la science, mais où est passée la certitude cartésienne? Beaucoup se veulent rationnels et ils stigmatisent l'irrationnel chez les autres. C'est fallacieux. L'académisme, la conviction, quand elle n'est pas accompagnée du doute, nuisent à la raison. Et l'irrationnel sert parfois de stimulant pour la revivifier. Il faut lire Zweig, Canguilhem, Starobinsky, et c'est absolument prouvé. Pas n'importe quel irrationnel. Je ne ferai pas d'exemple d'aujourd'hui. Jamais autrement, jamais autant qu'aujourd'hui, la raison n'est apparue autant relative. Et il faut bien distinguer la science et la technique, au lieu de croire que c'est une relation directe. La technique n'est jamais une application directe de la société. Elle consiste en innovations qui répondent à des exigences d'utilité, voilà la valeur centrale, avec des conventions qui sont imposées par le capitalisme et les institutions publiques. Ça aussi, on trouve ça dans Nietzsche. Il faut lire, il y a 360, le gai savoir. Avec les valeurs de la chrétienté et des Lumières, les valeurs de la chrétienté et des Lumières, excusez-moi, ont toutes deux prouvé leurs limites, ensemble d'ailleurs, quasiment. Déjà, Albert Camus appelait à régénérer l'humanisme,
Et Edgar Morin appelle à réformer la pensée. C'est de cette lignée que je me recommande. En ce sens, les événements actuels incitent les Européens à dépasser leurs prétentions universalistes, non pas seulement leur rapport de domination sur la nature, dont on voit les conséquences, mais aussi leur conception des rapports humains interpersonnels et collectifs, et en quittant leur sentiment de supériorité sur les autres régions du monde. Nous avons certes l'avance de la technique et par là même de la puissance, on y revient. Reste à reconnaître que dans l'histoire du monde, il n'y a pas de supériorité de la culture occidentale sur celle des autres. La remise en cause, qui peut aussi être objet de cancer, entre parenthèses. Je ne ferai pas de l'islam là, mais on peut le dire en discussion si vous voulez. La remise en cause de la culture du temps historique ne fait que commencer. Mais avant de venir à ma deuxième partie, je ne résistais pas au besoin de vous demander de redécouvrir l'œuvre de penseurs juifs du XXe siècle. J'en ai peu parlé. À la différence des autres peuples juifs, les autres peuples, les Juifs n'ont pas vécu dans l'idée que l'État incarne l'esprit de la raison, pour la bonne raison qu'ils n'ont pas pu créer d'État avant l'État sioniste. Des différences fondamentales, vous n'avez pas la même culture du temps. Walter Benjamin, d'ailleurs, allant plus loin, qui est un des leurs, quand il distingue plusieurs types de représentations symboliques du temps qui ne coïncident nullement. Le politique prétend prendre toute la place comme maître du temps collectif. Je suis le maître des horloges et tout ce que vous voudrez. Mais l'art et la religion ont offert d'autres visions du passé et du devenir. Et le temps symbolique n'est pas le même. La culture est de plus longue durée, par exemple, que les vicissitudes du temps des élections successives, n'est-ce pas? Le temps n'est pas linéaire. Le temps de l'humanité n'est pas linéaire. Il est plutôt cyclique. Et j'insiste, le sens même de l'histoire ne se découvre vraiment que dans le surgissement d'imprévisibles et non pas dans la certitude du progrès. L'imprévisible, c'est des catastrophes, c'est des guerres mondiales, c'est des choses comme ça qu'on ne voulait pas voir arriver. Il faut lire Zweig aussi là-dessus, on ne voyait pas arriver. Face aux souffrances, il n'y aura pas de retour du Messie, ni de réconciliation des nations sous l'égide d'une pensée unique, et il y en a. C'est du côté des messianismes, ce qu'on sauve le nom, de tous les jours, de la transcendance de chacun, que nous devons tourner le regard. Ça m'amène à la deuxième partie. Comment faire pour réunir la société dans une communauté politique? Très compliqué, regardez la nôtre, se divise profondément, tout en essayant de se reconstruire. Nos sociétés ont tendance à oublier que la construction d'une unité de la société a relevé du sacré. Or, nous ne posons plus la question des fondements. Le mot sacré est ambigu, je n'y tiens pas absolument, mais quand même, c'était le sacré. L'objectif même d'une communauté politique est perdu de vue, c'est ça qui est grave. Je tiens au mot communauté, car tout l'enjeu est d'unir réellement dans une diversité des gens, dans une diversité très grande, des gens dont on n'arrive pas à tirer pleinement richesse de leurs apports. Ni l'État, ni l'Empire, ni même l'Union européenne n'y sont parvenus. Et pourtant, quelle belle tentative pour l'Union européenne. Remontons du passé vers le présent. Dans l'Antiquité, Platon écrit la République. Athènes invente la démocratie d'assemblée, qui reste une référence chérie par Hannah Arendt. Il faut lire aussi, je ne vais pas citer, mais la crise de la culture par Hannah Arendt il y a 60 ans, formidable. Mais dans les deux cas, si la politique était l'activité noble par excellence, elle ne l'était que pour une élite très étroite. Ce n'est pas un modèle. Le travail était renvoyé aux esclaves, qui n'avaient pas voix au chapitre, pour parler comme ça. Rome a établi une république déjà plus féconde. Pour elle aussi, les biens communs sont toujours au centre de la cité, c'est-à-dire les dieux aussi, les temples. Mais la notion de citoyen commence à se concrétiser bien au-delà d'un cercle étroit. Les soldats romains étaient des citoyens romains et ils prenaient la parole. Jésus-Christ, venant peu après, a distingué clairement les pouvoirs spirituels et politiques par son fameux « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Pour autant, c'est saint Paul qui a lancé sans doute l'idée la plus révolutionnaire dans la fameuse épître aux Galates. Ça ressemble à un programme politique et un très bon.
Il n'y a plus ni homme ni femme, ni grec ni juif, ni maître ni esclave, nous sommes tous frères. Formidable. Sauf qu'il ajoute en Jésus-Christ. Or, la foi chrétienne n'a pas été capable de reconnaître la diversité des cités politiques. Les églises ont été ensuite, donc je zappe de quelques siècles, les penseurs et les acteurs de la construction des États. Mais j'y reviens, en Europe en tout cas, la bataille des souverainetés s'est conclue clairement par la victoire de l'État, c'est-à-dire c'est aussi celle d'Hobbes contre Calvin, parce que Calvin avait une ambivalence, il se tournait contre l'État, mais quand il pratique la cité selon la religion, c'est un désastre. La référence chrétienne est néant, il y a beaucoup de millénarisme, les ancêtres du communisme étaient millénaristes. Il y a beaucoup d'histoires de ce genre, il faut lire de l'humour. La référence chrétienne est néanmoins restée active, en particulier avec son idéal du royaume de justice, ça c'est la phase positive qui demeure, où les pauvres seront élevés les premiers. À l'époque moderne, c'est en se posant comme incarnation de la raison que les États occidentaux ont voulu se justifier. Ils ont eu besoin du sacré à leur façon. L'unité de la société sous le régime n'a pas été possible, et elle est d'ailleurs que provisoirement, qu'en s'appuyant sur des récits et des légendes nationales qui ont été alors sacralisés. Pas toujours, et je ne résiste pas là non plus à vous parler de Giuseppe Mazzini, si peu connu. Giuseppe Mazzini voulait associer l'objectif d'unité italienne en formation au XVIIe siècle à celui d'unité de l'Europe. Magnifique. Ce n'est pas du tout la voie française, n'est-ce pas, par rapport à l'unité de l'Europe. L'État français chérit son État absolutiste. Ouais, chéri en tout cas. Là était la souche humaniste chez Mazzini. Mais en vain, les nationalistes ont fleuri et les États-nations ont bientôt fait appel au patriotisme pour que les peuples s'engagent dans la guerre. Toujours la volonté de puissance nietzschéenne. C'est aussi au nom de l'unité sacrée que l'État centraliste français issu de la Révolution voulait combattre les ennemis de l'intérieur. Et pour ce faire, il ne voulait rien voir entre les individus et lui-même. Il a fallu un siècle pour qu'on puisse créer des associations de grandes luttes sociales et civiques pour corriger et améliorer la démocratie représentative. Mais celle-ci reste toujours autant délégataire. Il faut le reconnaître, surtout en France. La laïcité fut un progrès historique et elle demeure un objectif de liberté crucial pour les non-européens. Ça, c'est ma conviction. Et par contraste, la confusion du religieux et du politique faite par l'islamisme est dramatique. Pour autant, la laïcité ne constitue pas elle seule une fondation de la cité. Elle renvoie toutes les religions dans le privé. Et ça ne va pas sans lâcheté alors qu'il y a à confronter les principes de la charia, par exemple. Il faut parler clair. Bien sûr, ça ne signifie pas mettre en cause dans ses fondements lui-même l'islam. Et toute une série de versions radicales qu'il faudrait pouvoir battre au plan idéologique. La liberté d'expression donc est voulue intangible, mais sans élever aussi, alors là je parle au fond, l'esprit de responsabilité individuelle, sans que chacun reconnaisse ce qu'il doit à la société, elle s'abîme, la liberté. Certes, il faut que le droit civil ait la primauté, mais la définition du bien relève-t-elle simplement de conventions et de procédures publiques? Saint Paul disait, encore une incursion dans des belles citations, la loi s'est faite pour qu'une bouche soit cousue. Révolutionnaire de Saint Paul. On ne doit pas se débarrasser des questions d'ordre métaphysique concernant le bien et le vrai dans l'espace public. Et les réalités l'attestent, on ne parvient pas à incarner l'unité ni par d'incessantes commémorations, ni par le football et les stars, ni même dans la lutte contre le terrorisme. Nos institutions nous piègent, et là vous reconnaîtrez le marxiste. Le capitalisme contemporain est corrosif et l'État ne parvient pas à incarner le bien public par lui-même. Là je viens à l'économie politique. Après la Seconde Guerre mondiale, l'État était un investisseur. Plus de 75% des investissements directement ou indirectement. Il ne l'est plus aujourd'hui, 4%. Il est de plus en plus sollicité, par contre, pour être providence.
faut étudier la structure des budgets, hein. C'est-à-dire pour protéger les gens des maux sociaux du capitalisme et réduire les inégalités. Vous voyez ce qui se passe depuis 2 ans. Mais les ressources à redistribuer ne sont pas illimitées. On peut faire un peu de joie avec les dettes, disait Keynes, à voir, pour voir aussi les conséquences. En tout cas, le potentiel de ressources à redistribuer s'amenuise lorsque la croissance est minée par la crise du travail, le manque de compétences, la stagnation de la productivité. Vous voyez aussi tous ces emplois possibles aujourd'hui et qu'on ne veut pas prendre, quoi. Il y a autant besoin d'investissement humain, il y aura besoin d'investissements humains et matériels massifs pour que la société s'adapte aux dérèglements climatiques et aux mutations de l'environnement, et en tout cas puisse en atténuer leurs impacts. Mais ces investissements risquent fort de ne pas compenser les destructions du capital productif et humain qui seront liées aux ruptures des modes de production et de vie. C'est ça le problème aujourd'hui. On ne peut pas faire écologie sans l'humain. D'ailleurs, le pape l'a perçu dans son encyclique, lui, sans vaincre la pauvreté, pour les deux. Les gens sont maintenant massivement conscients de la nécessité de faire face à cet impératif écologique, mais ils ne sont nullement préparés aux sacrifices et aux efforts que cela suppose. Au contraire, les failles et les biais de la pensée écologiste en politique engendrent de sérieux obstacles. C'est mon avis. De grandes firmes globalisées monopolisent la haute technologie sur le mode de l'utilitarisme en provoquant des addictions et la corrosion des valeurs humanistes. Leurs activités s'étendent maintenant dans tous les domaines de biens publics alors qu'ils n'ont ni mandat, ni délégation, ni contrôle à cet égard. Ou presque plus. Les États essaient certes de réagir, mais sans contester ces pouvoirs dont je viens de parler des grandes firmes globalisées. Après l'échec de l'utopie communiste, nous nous soumettons au pouvoir des champions de la finance et de la technique. Malheureusement, la transformation du capitalisme européen n'est pas au cœur des luttes sociales d'aujourd'hui, ni de la volonté des dirigeants actuels. On essaie de s'y couler et d'y vivre et de corriger, c'est tout. La mobilisation des forces vives de la société pour qu'elles puissent élaborer elles-mêmes les réformes que cela va supposer est perdue de vue. Malheureusement, l'idéal classique d'autogouvernement, vous le trouvez encore chez Tocqueville, l'idéal classique d'autogouvernement est perdu de vue. L'État n'est plus sacré et la gouvernance actuelle des États ne permet pas de fonder une raison commune. Je ne lâche pas la raison régénérée, c'est ça le mot, hein. Les gens sont inondés de chiffres et d'auto-justification par leurs dirigeants et dans l'espace public, la communication devient un jeu de ping-pong et du paraître. La vérité ne se révèle pas simplement par les chiffres. Je suis bien placé par le savoir, c'est ma matrice d'origine. Hein. Ce que sont les chiffres. Parce que les gens et la plupart des acteurs politiques n'ont pas de formation statistique. Tout le monde parle du PIB, personne ne sait ce que c'est. 99% ne savent pas ce que c'est. De plus, les concepts qui sous-tendent l'appareil de mesure de l'État sont d'une autre époque. Ce n'est pas Alpha et Oméga, hein, le PIB. Mais ce sont les algorithmes des grandes sociétés qui ont pris le relais. Je ne sais pas quelle est la valeur ajoutée des services informationnels. Le savez-vous? Il y a du bon, il y a du mauvais. Il n'est pas étonnant que les fake news et les théories du complot prolifèrent. Plus généralement, la délégation des citoyens à l'État ne fonctionne plus dans des sociétés où les individus disposent de multiples sources d'informations. Ils veulent chacun s'en servir. Le problème est qu'ils sont loin de partager cette vérité, en raison de leur individualisme et des divisions. Le gouvernement, pour sa part, doit découvrir la société dans les manifestations. Il accentue le contrôle administratif pour faire passer ces mesures et l'écart se creuse entre la société et les dirigeants. Encore un mot sur la révolution numérique impétueuse. Elle ne repose pas sur des principes de bien commun, comme la raison le voudrait. Pour le moment, elle est beaucoup plus matérialiste qu'humaniste, cette révolution numérique. C'est l'utilitarisme. Dans le Financial Times, l'écrivain japonais Ishiguro, dont on parle aujourd'hui, il va peut-être sortir un nouveau roman, et d'autres prix Nobel, dont Kahneman, l'économiste, se sont entretenus au sujet de l'intelligence artificielle. Leur conclusion est claire, je cite, « L'homme n'est pas dans la boucle ». Dans le quotidien Les Échos,
J'ai lu cet avertissement, et bravo les Échos, et si l'homme se mettait à penser comme une machine, c'est-à-dire sans réfléchir. Bravo. Je n'ai pas la compétence pour une exploration critique de la gouvernance en géopolitique. Il faudrait plus tard peut-être. Comme tout un chacun, j'observe le retour des États dans la rivalité des puissances, alors que le souci des inégalités du monde reste dérisoire. Et puis la corrosion des institutions internationales créées après la guerre, de belles créations. Elle est frappante, la corrosion. Leur consolidation ne parvient pas à être à l'ordre du jour. Quant au mouvement coopératif au sein de grandes régions, dont l'Europe est un bel exemple, enfin un exemple en tout cas, mais il y en a d'autres, ces groupements coopératifs font face à d'énormes difficultés internes et externes. Les terroristes nourrissent les replis identitaires contre l'immigration et la fracture originelle entre l'Europe et l'Orient reste une plaie saignante. On sous-investit en Afrique alors que c'est la jeunesse du monde. Les États se disant souverains et la faiblesse des sociétés civiles transnationales font donc actuellement obstacle à l'émergence de nouvelles formes de solidarité et de démocratie mondiale. Même Pascal Lamy, quand même un homme de l'institution publique par excellence, disait récemment, s'attaquait, c'était au Bernardin, au collège, disait la souveraineté c'est le problème, c'est la société civile la solution. Bravo. Bravo. Vous voyez, le néo-hégélien Alexandre Kojève avait juste, un magnifique personnage, hein, qui réunissait le tout Paris intellectuel dans les années 30 pour leur apprendre la philosophie allemande. Kojève a vu juste quand il suggérait que la fin de l'histoire serait en fait celle de l'acquisition de la sagesse par les nations, point de vue typiquement d'un philosophe. Mais la voie pour y parvenir est manifestement remplie d'ornières et n'est pas encore tracée. Dans le passé, les institutions politiques se sont recommandées de valeurs transcendantales à portée universelle. Mais la violence du sacré, il faut le reconnaître, a été terrible. Et aujourd'hui, ce sont désormais les limites de la raison d'État. Et ça fait mal. Quelle souffrance derrière. Et c'est donc aussi le retour des manichéismes. Aujourd'hui, presque tout est binaire, pour ou contre. La politique n'est plus une question de vie et de mort. Pour autant, je veux qu'on se garde, enfin, je ne suis pas le seul, de vision apocalyptique. J'ai jeté un œil dans l'Apocalypse de Saint Jean et surtout dans les commentaires d'Alexander, parce que sinon on s'y noie, c'est vraiment une autre époque. Il imaginait la fin du monde avec l'effondrement des empires. Pas faux, ça, intéressant. Et seulement après, alors que Saint Paul, lui, s'intéressait au temps qui reste avant la fin du monde. Voilà la modernité. Donc, Saint Jean, non. La fin du monde avec l'effondrement des empires. Et ensuite venait l'avènement du royaume céleste en 2 étapes. Jésus revenait sur terre d'abord pour sauver les vrais chrétiens et une deuxième fois pour sauver tous les êtres humains. Quel contraste avec l'appel à la raison de Jean-Pierre Dupuy, qui, pour faire face au péril actuel et de façon plus fructueuse, prône un catastrophisme éclairé. Oui, mais qui guidera la raison, cher Jean-Pierre? Qui la guidera? Ça, c'est une question que j'emprunte à Morin. Comment renouer avec l'espérance? Comment régénérer les institutions? L'ambition d'une communauté politique doit donc être reprise en profondeur, c'est-à-dire une unité dans la diversité, en profondeur et à une autre échelle qui est mondiale. La régénération de l'humanisme et la refondation des institutions font d'ailleurs l'objet de beaucoup d'aspirations et de recherches. Mais la question vitale du développement des facultés humaines n'est pas dans les radars de l'espace public. Et je me répète, nous avons besoin d'une révolution d'éducation. Celle des contenus est beaucoup plus importante, ignorée et difficile que celle des procédures. Besoin aussi de voies d'apprentissage pour tous, de dialogue passif au long de la vie, de dialogue pacifique et constructif, de co-responsabilité dans l'engagement. Et donc besoin de société civile qui, oui, crée une culture de participation. Au lieu de cela, la question qui monte et qui n'est d'ailleurs pas négligeable est celle-ci: qui aura raison de la Chine ou de l'Occident en matière de modèle politique? Démocratie ou autocratie? C'est quand même, c'est pas une très riche façon de poser le problème, n'est-ce pas? En plus, ça pourrait nous ramener à une guerre idéologique dont il faudrait se passer.
On ne peut pas, et surtout, on ne peut pas calquer le modèle d'une société et le greffer sur une autre. Qu'est-ce que c'est que cette façon de voir les choses? Je pique ailleurs quelque chose, je le greffe ici. Les différentes sociétés ont différents, je répète le mot différent exprès, antécédents historiques et culturels. Chacune doit pouvoir évoluer par elle-même, prendre un recul critique, prendre appui sur une compréhension mutuelle en son sein et avec les autres. On parle avec Claude de la nécessité des regards croisés. Mais c'est le minimum, les regards croisés conduiront à une réconciliation, en passant par un esprit de justice, obligatoirement. Mandela. En guise de conclusion, redécouvrons, alors c'est magnifique la tour de Babel, redécouvrons la richesse de la parabole biblique de la construction de la tour de Babel. Je suis presque au bout. Cette tour, l'humanité aurait voulu, d'après la Bible, la construire dès ses débuts de l'humanité, qu'on chiffrait à l'époque à 4 ou 5 000 ans. Elle symbolisait à la fois son effort d'accomplir un idéal et de bâtir une cité commune. Et pourquoi cette tentative a été mise en échec et abandonnée? Selon la Bible, la hâte des différents peuples à la construire a généré des violences intestines et une concentration de pouvoir telle, dans une cité qui dominait les autres d'ailleurs, au point que Dieu est intervenu pour arrêter la construction. Mais Kafka, superbe Kafka, j'aurais pu citer plusieurs fois, a réinterprété ce parabole. L'arrêt de la construction de la tour n'a pas résulté de l'intervention divine, mais d'une déficience inhérente à l'humanité elle-même. Ce sont les nations qui y ont renoncé d'elles-mêmes. Dans son livre « L'ange de l'histoire », Stéphane Moses, qui relate cette réflexion, souligne que l'échec est lié particulièrement à un dérèglement de la conscience du temps et singulièrement de l'avenir. Je répète, le temps humain n'est pas linéaire. On ne dépasse pas Jésus-Christ, Michel-Ange, qui vous voudrez, Bruegel, sont des moments qui ne sont pas dépassés. Ce n'est pas mieux aujourd'hui qu'hier. Ça semble pire quelquefois, non? Le temps n'est pas linéaire. Et il ne faut pas se cacher que le travail de la raison humaniste pour le progrès, c'est même retourner contre elle-même. Le travail de la raison humaniste, par les États en particulier, que je cite peut-être trop, c'est retourner contre la raison elle-même. Aujourd'hui, la tâche infinie, dirait Jaspers, qui est celle de la construction de l'Europe, se délite. Elle répondait à l'idéal d'une paix perpétuelle, ça c'est Kant, un objectif trop élevé sans doute, tant le tragique de l'histoire ne s'est pas dissipé. Mais la beauté de cette aspiration ne doit surtout pas se perdre. Commençons donc par apprendre à restaurer des biens communs et à les partager en faisant appel à l'esprit de transcendance de chacun. Merci.